Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à votre émission Cœur d'or, Main d'or. Je vous raconte une petite histoire. Du 4 au 28 janvier 2010, nous avons bénéficié d'une formation en Israël organisée avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement sur le thème renforcement des capacités des femmes entrepreneurs. À cette formation, un monsieur du nom de Michel Kahn a détecté en nous une graine de communicante. Nous avons embrassé ce métier, on va dire, en 2014, d'accord ? Et aujourd'hui, nous sommes membres de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, présidée par Olivier Hiro, qui, tenez-vous bien, a également bénéficié d'une formation en Israël. Comme quoi? Mon nom est Olivier Hiro, président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, journaliste indépendant. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire est née depuis 2009, ce qui veut dire que nous avons 11 ans d'existence. Nous sommes membres de l'Organisation mondiale des journalistes. Nous sommes représentants de la Presse Emblème Campaign, qui est une ONG qui se charge de la sécurité des journalistes, basée à Genève en Suisse. Nous sommes également membres de la Earth Journalism Network, qui est une association qui spécialise les journalistes sur la biodiversité, sur l'environnement et le développement durable. Notre formation, disons nos formations en Israël ont eu lieu en 2010 et en 2011 où nous étions en mission. La première mission était au centre de formation Golda Meir avec comme module de formation Media Strategies for Social Change, c'est-à-dire tout ce qui est appui, tout ce qui est perfectionnement sur l'utilisation des réseaux sociaux pour changer la société. Et c'est en ce moment-là que nous avons eu un perfectionnement dans ce centre qui nous a beaucoup aidé. La maîtrise d'outils informatiques, surtout les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram vient de commencer, mais Facebook et autres, l'utilisation des réseaux sociaux. Par cela, nous avons eu une autre formation à la Knesset, et ensuite qui se tenait beaucoup plus sur la diplomatie digitale. Et donc, cela nous a servi à comprendre que la diplomatie et les relations bilatérales ne s'arrêtaient pas seulement aux ambassadeurs ou à la présence d'ambassades, mais surtout à la manipulation et à la gestion de l'image même d'un pays du point de vue informatique. Et ça sert beaucoup. Et ça nous a servi en tant que webmaster à l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'établir, de connaître pendant 3 ans des notions assez importantes et voir comment le journaliste peut être un vecteur de rapprochement entre deux pays. Pour notre part, c'est une expérience assez importante qui nous suit jusqu'à ce jour, puisque cela nous a permis de rassembler plusieurs de nos amis, plusieurs de nos confrères et consoeurs autour de notre vision de la gestion même d'une organisation professionnelle. Et étant donné que nous nous estimons être des professionnels, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire comprendre et faire connaître aux autres aussi toutes ces dispositions-là pour être vraiment reconnu comme quelqu'un d'important dans son milieu. Et au retour de ces missions-là, nous avons pu inculquer et insuffler ce souffle de gestion moderne dans les organisations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous verrez plusieurs organisations créer des comptes WhatsApp, créer des comptes Facebook et même Instagram, mais l'OJPCI en la matière est pionnière. Nous avons réussi à créer tous nos réseaux sociaux, y compris notre compte YouTube et notre compte Instagram. Pour la petite histoire, nous sommes aujourd'hui chevaliers du mérite culturel ivoirien, mais aussi
médaille d'honneur du travail depuis 2012. C'est vrai que nous engageons beaucoup plus sur la thématique de la protection de l'environnement, de la biodiversité et du développement durable, mais nous incitons aussi nos amis à obtenir toutes ces formations et à suivre toutes ces formations-là parce que ce sont des choses qui servent pour toute la vie. Avec Anne, nous avons pris connaissance lors de la célébration de l'indépendance d'Israël, et c'était l'ambassadeur Izzy Yanouka à cette époque-là qui était le représentant d'Israël ici en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes revus en 2018 pour mettre ensemble dans notre vision, dans notre amour pour la chose associative, notre organisation, c'est-à-dire l'OJPCI. À ce jour, elle est membre de l'OJPCI, elle occupe un poste assez stratégique qui est la présidence de la commission sociale. Vous savez, être une organisation qui ne puisse pas avoir une vision sociale, d'entraide, de solidarité et d'amour entre ses membres même, eh bien, c'est une organisation qui est vouée à l'échec. Et nous sommes la première organisation ici en Côte d'Ivoire à avoir une commission sociale. Première organisation de journalistes, en tout cas, à avoir une commission sociale. Et nous savons que face à la situation difficile que traversent toutes les rédactions des entreprises de presse, eh bien, il fallait avoir cette entité-là pour se pencher beaucoup plus sur la vie de nos membres. Et c'est ce que nous essayons de faire avec ou sans les partenaires techniques financiers. Et nous sommes d'ailleurs même à leur recherche, je ne dirais pas à leur pêche, mais par nos actions, nous pensons que nous y arriverons. La commission sociale a déjà mené plusieurs actions, notamment des visites à des malades parmi nous, des grands malades parmi nous, parce qu'il y en a, et ensuite présente aussi aux obsèques de certains de nos confrères. Et nous pensons que Anne a déjà donné cette impulsion-là, et qui fait que déjà même les membres de l'OJPCI prouvent par leur adhérence que on n'avait pas fait l'erreur de positionner notre sœur Anne à la tête de cette commission. Alors, chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 20 janvier et je remets solennellement la feuille de route des membres de la commission sociale, vu que cette trouvaille de l'OJPCI, cette originalité de l'OJPCI nous permet de soutenir nos amis. Cette commission est composée de 3 personnes. Mademoiselle Anne Bakom, Hélène Aka et Guy Tromer. Ce document que je leur ai remis à chacun, permettra, c'est une sorte de feuille de route qui permettra de donner cet élan de solidarité à chacun d'entre nous. Et ces 3 instances qui composent justement cette commission, je veux dire le bureau national, le bureau exécutif national, le comité de contrôle et le commissariat au compte, permettra d'aller vers les membres de l'OJPCI et ainsi leur apporter notre élan de solidarité. Et il faut comprendre que chaque membre de l'OJPCI pourra bénéficier, bien entendu, des actions de la commission, mais c'est en même temps tous les membres de l'OJPCI, tant ceux qui sont à Abidjan que ceux qui sont à l'intérieur, qui pourront en bénéficier. En nota bene, il faudra savoir qu'il faut être à jour quand même de ces cotisations pour pouvoir bénéficier des actions de la commission et de la solidarité de tous les autres. J'en appelle donc à la solidarité, à la bénédiction, disons, du Saint-Esprit, pour que cette commission aussi puisse travailler. Et cette commission bénéficiera bien entendu des observations, des conseils de chacun d'entre nous pour amener, pour mener à bien sa mission. Alors, à la présidente de cette commission, je remets solennellement la feuille de route pour que chacun puisse en savoir et que chacun puisse justement
aller vers l'autre en ayant en tête que c'est la solidarité qui doit tenir. Merci, Président. Je reçois cette feuille de route avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'humilité, puis aussi beaucoup de responsabilité. Et je prie que Dieu m'assiste, nous assiste, afin que cet élan de solidarité-là soit effectif au sein de l'OJPCI. Merci. Alors, pour nos activités, vous voyez d'ailleurs que dans la mouvance de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, nous avons initié, nous aussi, des actions qui nous permettent de prouver que nous sommes des amis du climat. D'abord avec la visioconférence qui vient de se dérouler ce jour même, 3 juin, dans les locaux du foyer des jeunes à Marcory. Et cette visioconférence a réuni 2 experts du climat, notamment le directeur général de l'environnement, le docteur Aboua Gustave, et un expert en environnement qui est Cédric Lombardo, et qui est président aussi de l'organisation Bee Development. La session de présidence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, l'édition 2020 de la quinzaine nationale de l'environnement débute ce 3 juin par une visioconférence Covid-19 oblige. 2 sous-thèmes seront traités. Le premier, dimension environnementale de la Covid-19, quelle action efficace par les médias, qui sera présenté par M. Cédric Lombardo de l'organisation Bee Développement. Le second thème, Covid-19 et gouvernance, avantages et inconvénients, qui sera présenté par le docteur Gustave Aboua. Je souhaite une excellente célébration à tous. En dehors de cela, nous rendrons le 5 juin prochain dans la commune de Koumassi pour procéder à un planting. Vous savez qu'il existe aussi ce que nous appelons la déforestation urbaine et nous ne pouvons pas accepter que des élus locaux soient ceux-là même qui se transforment en destructeurs de la nature. Et si cela a été fait, on peut toujours rattraper le tir. Et c'est en cela que nous irons à Koumassi pour replanter des arbres. Le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Toujours avec les élus locaux, nous irons en bordure de mer à Port-Boué pour procéder à un nettoyage d'un pan de cette bordure-là qui reste cher non seulement à la commune, mais à tout le district même d'Abidjan. Mais en dehors de cela, nous savons que nous pourrons et nous devons nous mettre aux côtés des collectivités pour nettoyer nos villes, nettoyer nos rues et tenir propre notre environnement. Nous avons eu une forte expérience de notre collaboration avec Israël et avec Anne, je ne dirais pas que c'est Israël qui tient sur nous, mais je pense que ça nous a permis d'acquérir une expérience que nous mettons à la disposition des uns et des autres, afin qu'eux aussi puissent un jour participer à ces formations. Un autre grand monsieur a bénéficié d'une formation en Israël. Il est président d'une ONG. Découvrons ensemble qui c'est et quelles sont ses activités. Shalom, shalom. Je suis Anne Batoum et j'ai l'honneur de recevoir à Cœur d'Or Main d'Or ce jour Monsieur Thierry. Il va se charger lui-même de se présenter. Shalom, je suis Thierry Dérault-Laurent, directeur exécutif de l'ONG Espoir Handicap, dont la mission essentielle est l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. L'ONG est née lors de notre stage international sur l'entrepreneuriat et développement durable qui avait eu lieu en 2007 à Shefaim, en Israël. Merci M. Thierry. Je sais que lors de la préparation de cette édition, vous nous avez confié que la création de l'ONG est rattachée à une histoire personnelle. Quelle est-elle? C'est vraiment une histoire personnelle. J'ai mon petit frère qui est aujourd'hui administrateur à l'université de Boissy. C'est handicapé et il est plutôt volant. Je m'occupais de lui en temps, je faisais des assistantes au palais. Et quand je suis parti en Israël, j'ai vu comment, en temps de crise
ils arrivaient à s'occuper des personnes handicapées. Leur formation, leur éducation, leur insertion. La base qu'on a reçue, c'était que l'État installait les personnes handicapées dans des postes. Ces personnes-là ont du talent. Il suffit de les encadrer, de les mettre dans les conditions de travail et de sauver un état possible. Alors, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur en ce moment? Le projet qui me tient à cœur en ce moment, c'est l'installation d'un incinérateur de déchets médicaux. Nous avons fait une étude concernant ce volet. Il a encore vierge ce secteur-là, le traitement des déchets médicaux. Parce qu'en son temps, nous avons dit que les personnes handicapées ont des problèmes d'insertion. L'État n'arrive pas vraiment à trouver des solutions d'insertion sur l'employabilité des personnes handicapées. C'est cela que nous sommes entrés dans le laboratoire, nous avons commencé à chercher, et c'est ce projet-là qui est à mesure d'employer 150 personnes, dont la moitié ce seraient les personnes handicapées. Pour montrer que nous, en tant que responsables d'organisation, nous avons des idées, nous avons les hommes, et que ce que nous faisons là, c'est pour valoriser les personnes handicapées. Nous sommes là aujourd'hui aussi pour dire que ces personnes-là ont du talent. L'État gagnerait à ce que ces personnes-là soient vraiment encadrées. Il s'agit de voir des personnes des mendiants dans la rue. C'est pas ça qu'il s'agit. Il existe même des diplômés qui n'ont pas d'emploi. Même le recrutement dérogatoire crée toujours des grèvements dedans. Parce que ce n'est pas forcément les personnes qui sont vraiment habilitées, outillées, qui sont recrutées. Aujourd'hui, le marché est rude en concernant l'emploi. Nous avons des partenaires avec qui nous travaillons qui nous sollicitent pour que ces personnes-là puissent avoir 1 à 2 postes un peu partout pour pouvoir les employer. Mais cela n'en suffit pas. Si nous autres, en tant que responsables de la nation, nous élaborons des projets, nous recourons à des financements pour pouvoir mettre en place ces projets où aujourd'hui, si une entreprise qui est susceptible d'engager 150 personnes aujourd'hui est prête à embaucher la moitié, c'est-à-dire souvent les personnes handicapées, c'est un record inégalable. Vraiment, nous prions qu'il y ait des personnes valides, qu'il y ait des personnes de bonne générosité qui puissent nous accompagner dans ce projet qui est vraiment qui se mettra à l'œuvre d'ici 4 mois. Nous savons aussi qu'en plus de vous battre pour l'insertion des personnes handicapées, vous constituez une voix pour les sans-voix. De quoi s'agit-il? Nous constituons une voix des sans-voix. Il s'agit là véritablement d'impliquer les personnes handicapées dans le processus électoral. On estime qu'elles sont minoritaires, certes, mais elles contribuent véritablement dans le choix de leur gouvernement. C'est aujourd'hui, on a fait un lancement au Conseil national des droits de l'homme. On a mis en place un comité qui est chargé de sensibiliser pour l'arrivée de la liste électorale et pour le processus électoral, pour que ces personnes-là, pour les élections, pour l'arrivée électorale, elles soient prises en compte, elles ne fassent pas rien comme tous les autres, que des moyens soient mis à leur disposition pour se déplacer, aller jusqu'à la centre. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, parce que tous les centres de vote ne sont pas accessibles. Ça, nous le savons, mais nous allons faire des efforts avec l'État, avec la commission électorale indépendante, pour que ces personnes-là puissent vraiment prendre leur temps à aller mettre le bulletin de vote dans l'urne, parce que ces personnes-là, quand on dit, bon, aujourd'hui, voici le président de la République de Côte d'Ivoire, elles diront que nous avons contribué à votre élection. C'est pourquoi nous sensibilisons au maximum ces personnes-là pour qu'elles soient présentes que sur la liste électorale, que sur le jeu du vote. Parce que ces personnes-là, on ne dit jamais assez, ce n'est pas seulement les mendiants, mais il y a des rocards en leur sein. Et bien, pour que leur foi puisse entendre leur voix véritablement. Pouvez-vous nous parler de la symbolique de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment? Nous sommes là depuis ce matin. On appelle ça la grande fête de la Côte d'Ivoire, la convention de la société civile, dont nous sommes membres actifs. Qui regroupe 150
152 organisations au moins. Et demain, nous serons déplacés sur l'état du territoire pour pouvoir faire l'observation concernant l'observation à long terme sur les élections, faire l'observation concernant la revue d'indice électoral, inciter les nouveaux majeurs de 18 ans à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que nous disons que ce soit les personnes qui sont les personnes mariées, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus à cette notion de vote. Il faut qu'on leur inculque une culture de vote. Les élections ont laissé un coup amer dans l'esprit des Ivoiriens. Il faut qu'aujourd'hui nous puissions leur donner une nouvelle vision. L'élection, ce n'est pas la guerre. C'est un jeu politique où tout le monde doit jouer sa partition. Nous savons également que vous êtes versé dans les questions de droits de l'homme. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2020, journée de l'enfant africain. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Oui, ça, vraiment, c'est une très belle journée. Nous pensons qu'aujourd'hui, la journée de l'enfant africain, nous avons besoin de célébrer cette journée comme la journée internationale de la femme. Nous savons tous aujourd'hui, ce que nous voyons sur les antennes, ce sont les enfants qui sont dans la misère, qui meurent de faim, qui sont malades. Moi, je dis non. Donnons un autre visage à l'Afrique. Et ce visage-là, ça passera par les enfants africains. Ces enfants-là ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on leur donne un petit espoir. C'est ça le fondement de l'ONG Handicap. Notre slogan, c'est toujours l'espoir. Nous donnons toujours l'espoir. Nous remercions l'État d'Israël qui a permis la connexion entre vous et nous. Nous, en tant que Cœur d'Or, Main d'Or, émission qui fait la promotion des activités des ONG, et vous, en tant que ONG Espoir Handicap. Et nous prions de tout notre cœur que des volontés soient disponibles pour pouvoir soutenir cette volonté d'insertion des personnes handicapées. Nous terminons sur cette note d'espoir. Espoir pour les handicapés de Côte d'Ivoire, espoir pour les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants d'Afrique, pour une Afrique plus forte. Merci à tous pour votre attention. Le Covid est là, mais la vie continue. La solidarité doit aussi continuer. À bientôt pour une nouvelle émission.